Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 212 jours de sport, ingénierie de la personnalité et sciences du comportement. Je vais faire une introduction à l'ingénierie comportementale avec comme exemple mon calendrier d'entraînement de l'année passée. Donc, c'était 2023. Et voilà, ce type d'approche, ça peut être utilisé pour n'importe quel type d'activité que vous voulez intégrer ou retirer de votre vie, comme arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter le porno, arrêter les réseaux sociaux, arrêter la nourriture raffinée, trouver une petite copine, relancer son couple, reconnecter avec des amis, recadrer une situation, résoudre un dilemme relationnel, commencer la méditation, commencer le sport, commencer un hobby, commencer un side job, lancer son entreprise, créer un pic de forme. C'est la science du changement humain. Alors 212 jours de sport. Alors au sommaire, on va voir la warm-up, donc un outil, les résultats, le volume que j'ai utilisé, l'intensité, mon modèle, les gens que j'ai utilisés, les intervenants, l'équipement que j'ai utilisé, certains compléments alimentaires que j'ai utilisés, mes erreurs et ce que je vais faire en 2024. Alors, je compte mon temps d'exécution avec un portable et une montre. Je distingue toujours deux choses. Je distingue le temps d'activité et le temps d'exécution. Donc, le temps d'activité, c'est le temps de la séance de jeu, incluant les interruptions et le multitasking que l'on s'inflige. C'est toute la journée de travail, c'est le salaire brut si on veut. Et il y a le temps d'exécution, c'est plutôt le temps de pratique, c'est le moment où le corps exécute les actions. C'est le salaire net, c'est le temps où on bosse vraiment, par exemple. Je ne sais pas si le temps d'activité sur une journée de 8 heures de travail en entreprise, c'est environ 10-11 heures de travail en fait, sur 8 heures de travail. Parce qu'il faut se lever, il faut y aller, il faut revenir, et ensuite il faut avoir un petit break avant de faire quelque chose d'autre. Donc en fait c'est 10 heures, 8 heures de travail. Mais le temps d'exécution dans ces 8 heures de travail, c'est réellement 2 à 4 heures productives par jour où ça dépote en deep work, où ça envoie quoi. Donc je compte le temps net, seulement le temps d'exécution. Exemple, je sais pas, au surf c'est le moment où tu rentres dans l'eau, au ski où tu fais le premier pas, voilà, pas le temps à côté. Ensuite, je note mes activités dans la warm-up, ce qui va me permettre, de ne pas faire trop de sport, ça va me permettre de surveiller le risque de surentraînement et donc de limiter les blessures. Ça me permet aussi de ne pas tomber dans la bigorexie, c'est-à-dire l'addiction au sport en contrôlant la durée des séances. Ça me permet aussi de progresser en performance, ça me permet de changer les gestes, parfois subconscients, qui mettent des milliers de répétitions à changer quand on veut changer un truc. Voilà, ça va me permettre d'avoir la warm-up, d'avoir une approche long terme, de continuer à m'amuser, même si je vois pas trop de progrès durant des mois, ça m'aide à faire confiance au processus, à pas trop m'attacher aux résultats court terme. Ça m'aide aussi à me tenir responsable, à me motiver. Ça m'aide à avoir un amour propre, d'être fier de moi. C'est thérapeutique, la warm-up. Et surtout, ça me permet d'éviter de me mentir à moi-même. Donc, l'idée derrière la warm-up, c'est vraiment enregistrer le passé pour modifier l'avenir. C'est une approche qui est bâtie sur plusieurs postulats. Un, le fait que changer de comportement, c'est difficile. Deux, le fait que les gens ont des schémas. Ils feront probablement demain ce qu'ils ont fait hier. Et trois, en changeant ce qu'ils ont fait hier, on change ce qu'ils feront demain. On travaille l'identité d'une personne en amenant des preuves tangibles de succès dans son passé. Et voilà, tout ça fait bien plus fait partie d'un programme, donc je développe là-dessus plus. Voilà. Euh, une warm-up, c'est un calendrier à l'extérieur de mon calendrier, en fait, qui me permet de monitorer les 4 piliers de ma vie. C'est un outil qui me permet d'avoir une approche macro, long terme. Toujours les 2 premières années, c'est un peu maladroit, faut pas se formaliser, continuer. C'est pas quoi et où en premier, c'est vraiment quand. Pour moi, le temps, c'est toujours supérieur à la matière. Donc voilà, si vous le voulez, c'est accessible n'importe où. Si vous avez un portable et internet, c'est un Google Sheet en fait. Voilà. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Alors ça, c'est pas la warm-up, ça c'est un tableau récapitulatif. Sur ce tableau récapitulatif que j'ai fait, on peut voir les vacances en septembre et en décembre. On peut voir, j'ai fait de l'exercice 212 jours en 2023, ça fait 57,68% des jours de l'année. Et on peut voir aussi que certains jours sont plus utilisés que d'autres, notamment le lundi en début de semaine qui est important, il y a 38 lundis par an. On voit que février et septembre sont les 2 pires mois. Il y a beaucoup de données qu'on peut extraire du Jules de 2023 qui vont permettre de déduire en fait le Jules 2024. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous emmerder. On peut observer aussi les séries et les comparer aux métriques disponibles dans des articles scientifiques pour gérer la recovery. Et on peut voir qu'il y a eu une assez bonne résilience et une motivation intrinsèque. Il y a 24 fois, je suis allé faire du sport alors que j'en avais pas fait le jour précédent et que j'en ai pas fait le jour suivant. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a un alignement entre les valeurs. Et ça, c'est un marqueur qui m'intéresse parce que c'est un signe que l'identité est passée de non sportif à sportif d'une certaine façon. Et c'est un comportement que je vais avoir dans mon identité.
Donc à un moment donné où voilà, on voit les 24 séries de un jour, ça c'est intéressant. La seconde durée qui est très intéressante, c'est les 9 séries de 4 jours d'entraînement consécutif, qui est la fourchette qui m'intéresse par rapport au ratio effort-recovery. Voilà, on a 7 séries de 5 jours, 9 séries de 4 jours, 7 séries de 3 jours. On a comme ces 9 séries de 4 jours qui sont encerclées par deux séries de 7. On peut observer aussi que je suis resté conscient dans la fréquence et la durée d'entraînement malgré les fêtes et les voyages. C'est pour ça que c'est intéressant de bosser l'identité. C'est assez régulier une identité. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas évident d'en changer. Je voudrais ajouter qu'il y a des périodes dans la vie où on travaille en shift aussi, comme un travailleur de nuit, hein, quand il y a la naissance d'un enfant, la création d'une entreprise avec les premiers clients, le passage d'un examen spécifique. Là, on va bosser, on ne pourra pas avoir ça, hein. C'est pour ça qu'on dit aussi donner la vie, on la donne, on va exploser notre équilibre et faire un sacrifice. Et c'est pour ça aussi qu'on va changer d'identité dans ces moments-là. Il ne faut pas se formaliser, mais voilà, on voit que même avec 2 mois à l'étranger, des anniversaires, des fêtes, on voit qu'en moyenne, on est toujours entre 22 et 27 heures par mois, on est entre 44 et 53 minutes par jour de moyenne, hein, pas de médiane. Alors pour compter la fréquence, on va utiliser des unités de temps, des unités de temps, pardon, des minutes et des heures. Et pour compter l'intensité, l'effort, on ne va pas utiliser des calories, on va utiliser des METs, Metabolic Equivalent of Task, ou MET en anglais. Le concept MET, ça permet d'exprimer le coût énergétique des activités physiques sous la forme d'un multiple du taux métabolique au repos. Donc le coût énergétique d'une activité peut être déterminé en divisant le coût relatif en oxygène de l'activité, en millilitres d'oxygène par kilo par minute, et en multipliant par 3,5. Donc par convention, en fait, 1 mètre, c'est 3,5 millilitres d'oxygène par kilo de poids corporel par minute, quoi. Le taux métabolique, c'est juste le taux d'énergie qui est dépensé par unité de temps. Et 1 mètre, c'est la relation entre le taux métabolique et l'effort au repos. Moi, je ne vais pas vous perdre. Mais voilà, c'est une façon de décrire l'intensité d'un exercice ou d'une activité. Donc une activité qui a une valeur de 4 mètres signifie qu'on exerce 4 fois plus d'énergie que si on est assis. Et voilà, une marche rapide, ça va faire 12 mètres, quoi. Donc grosso modo, là vous êtes assis en train de regarder la vidéo, vous êtes à 1 mètre. Et en fonction des activités que vous faites, eh ben, on va pouvoir calculer l'énergie que vous dépensez. Non pas en utilisant des calories, mais en utilisant l'oxydation, les millilitres d'oxygène qui sont utilisés. Alors un effort, là je vous mets des exemples à l'écran, un effort modéré ou vigoureux. On va utiliser cette typologie, en tout cas c'est celle que j'utilise, parce qu'elle est référencée. Et du coup c'est pratique, ça me permet moi de comparer à des standards en termes d'espérance de vie. Alors ce qu'il y a en effort modéré, alors c'est sur des Américains, alors attention, mais voilà, c'est marcher au-dessus de 6 km/h, se bouger en nettoyant chez soi, faire du vélo tranquille, un simple de badminton, un double de tennis, de l'aviron tranquillou, et surtout faire la muscu. Quand vous allez à la muscu, on va compter ça comme un effort modéré. Et la typologie de l'effort modéré, c'est on dépense entre 3 et 6 fois l'énergie qu'on va dépenser quand on est assis dans sa chaise au repos. En fait, le niveau basal, c'est 1 mètre. Et ensuite, il y a les efforts vigoureux, donc 6 mètres. Donc là, on fait du jogging, on va porter des charges lourdes, comme durant un déménagement. On a eu le temps de prendre votre petit café, vous régaler, ou votre thé. Faire du jogging speed à 8 km/h, ça aussi c'est vigoureux à 6 mètres. Faire du vélo vite, acheter du mobilier. Faire les courses, acheter du mobilier, c'est les grosses courses. Vous savez, comme quand on voit ces couples qui vont à Ikea acheter des trucs, c'est du lourd. Tennis, du football, du basketball. Donc ça va être la typologie que j'ai utilisée. Et les recommandations de longévité, donc c'est 6 heures d'exercice modéré par semaine, dont maximum 3 heures vigoureuses par semaine. Donc 6 heures de modéré, et dans ces 6 heures, maximum 3 heures vigoureuses. Alors pourquoi ? C'est parce qu'à un moment donné, si on fait trop d'exercices, non seulement donc c'est de la bigorexie, comme on a vu, donc de l'addiction au sport, mais aussi on va s'exposer à de l'usure prématurée. Aussi, on va statistiquement, dans les études épidémiologiques, on va augmenter notre risque de mortalité, en fait. Donc au bout d'un moment, faire du sport, c'est faire trop de sport, il y a un threshold, il y a un seuil,
Et quand on le passe, au lieu de ce sport qui fasse du bien, eh ben, ça fait du mal, ça fait mourir. Donc ça, c'est les recommandations de durée et d'intensité d'exercice concernant le minimum d'efforts à produire. Je pense que c'est le minimum syndical. Et voilà. Ici, on peut voir mon volume d'entraînement par rapport au volume qui est recommandé. Donc en 2023, je m'entraîne assez par rapport à cette étude épidémiologique sur l'espérance de vie. Je suis dans une bonne fourchette. Le problème, c'est que mes heures d'exercice par semaine sont principalement vigoureuses, hein. C'est du tennis simple messieurs et donc de la musculation. Donc j'ai une exposition long terme au risque de blessures et autres. Par rapport à ça, pour 2024, je vais ajouter beaucoup d'assouplissement et surtout augmenter ma qualité et ma quantité de sommeil pour continuer à garder ce volume. Et même si je peux augmenter mon temps de pratique, parce que c'est pas tout de suivre les articles scientifiques et tout, ça reste très limité. Mais ce qu'on veut faire, c'est on veut les analyser et on veut voir aussi dans ces études quel est le sommeil des gens, quelle est leur alimentation et tout. Et je pense que cette étude, The Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US Population, je pense qu'elle est faite sur des citoyens américains. On les connaît passablement obèses. On les connaît avec une alimentation assez riche en fructose et en glucose. Bref, je pense qu'on peut pousser un peu et je pense qu'on est healthy dans ces 6 heures d'exercice, mais je pense que ces 6 heures d'exercice peuvent être vigoureux par semaine. Voilà. Et peut-être j'ai tort. En tout cas, on voit que je suis dans cette fenêtre. Et moi, je compte pas réduire mon temps d'exercice vigoureux. Ce que je compte faire, c'est plutôt augmenter mon sommeil et ma nutrition plutôt que de baisser ma quantité d'exercice qui me convient bien comme ça. Ensuite, je vais maintenant vous montrer le modèle d'entraînement que j'utilise, qui est composé de plusieurs parties qui sont interdépendantes. Elles sont toutes connectées, mais savoir qu'elles existent en fait me permet de voir quand il y a une lacune qui pénalise d'autres secteurs pour pouvoir faire un bloc de travail qui peut aller de 6 mois à 2 ans où je vais me concentrer principalement sur une seule cartographie. Alors la première cartographie, c'est la cartographie gestuelle. Je vais apprendre à mobiliser tous les joints dans le corps. Si un joint est bloqué, ça veut dire que les muscles sont tendus ou faibles, donc le risque de blessure est accru et les performances sont réduites. Tous les joints envoient de l'information pour créer un mouvement. Donc s'il y a une partie de l'information qui n'est pas envoyée, le cerveau tend les muscles et les rend faibles pour ne pas prendre de risques. On va y revenir. L'idée, c'est que l'ensemble des fibres musculaires innervées par le même motoneurone est appelé unité motrice. Et ensuite, il y a les unités motrices lentes, les petites, qui sont recrutées avant les unités motrices rapides, les grosses, sauf quand les contractions sont réalisées en présence d'une douleur. C'est le principe de Tide-Henman, d'après le docteur Elwood Henman, depuis 1957. Il a trouvé ce principe de taille. Et voilà, pour simplifier, il y a les gros mouvements qui sont faits par des petits mouvements, et les grands mouvements ne peuvent être aussi bons que les petits mouvements qu'ils réalisent. Donc plus vous pourrez contrôler votre corps dans de nombreuses positions, plus vous serez performant et en bonne santé. Et si vous ne pouvez pas contrôler une position, il y a le risque de blessure qui augmente. Donc la cartographie gestuelle, à la base, il y a vraiment le geste qui va poser 2 questions. Est-ce que j'ai la capacité à aller dans une position nécessaire ? Et le deuxième, c'est est-ce que je peux contrôler mon corps dans chaque position ? C'est les 2 questions qui sont posées par la cartographie gestuelle. Ensuite, il y a la cartographie visuelle qui permet d'apprendre à voir clairement les choses à distance, à poser puis à suivre un objet. Donc suivre les objets, il y a 6 muscles oculomoteurs qui font bouger les yeux et qui permettent la poursuite douce. Donc c'est quand l'œil va à la vitesse de la cible, et les saccades, donc c'est des petits mouvements de faible amplitude très rapides. C'est quand la cible bouge plus vite. Et le troisième mouvement, c'est l'avergence. C'est le mouvement pour garder la focale et pour voir quelque chose de loin puis de près très rapidement. Donc il y a 6 muscles qui vont gérer la poursuite douce, les saccades et l'avergence. Donc on fait aussi travailler les nerfs qui gèrent ces muscles. Ensuite, la cartographie visuelle, c'est pas seulement voir, c'est pas que voir, parce qu'il y a un système RVO, c'est un réflexe vestibulo-oculaire qui gère l'équilibre avec le système vestibulaire, qui permet de voir et de bouger en même temps. C'est le système vestibulaire qui permet de faire ça. Comme quand on fait un exercice d'équilibre les yeux ouverts, puis ensuite on ferme les yeux et c'est plus dur les yeux fermés. Donc je rajoute aussi les muscles et la mobilité du cou dans la cartographie visuelle, qui sont très importants. Elles font partie de la cartographie visuelle pour moi, les muscles du cou.
Et voilà, il y a tous ces éléments qui doivent fonctionner ensemble. La cartographie visuelle, pour moi, elle vient en second parce que c'est elle qui va gérer l'équilibre, qui va gérer du coup une partie de la coordination. Et voilà, dedans, je mets les muscles du cou, la mobilité du cou. Parce que généralement, on suit en bougeant les yeux, mais on suit aussi en bougeant la tête. Voilà. Pour finir aussi, il y a la zone fovéale, c'est un angle de 3 à 5 degrés où l'activité visuelle est maximale, hein, où on voit bien. Et autour, on a la vision périphérique qui est améliorée pour voir plus. Donc généralement, dans les sports, voilà, la cartographie visuelle, c'est ce qui va permettre de prendre des décisions tactiques, mais aussi de ne pas tomber et de ne pas se blesser grâce voilà, au système vestibulaire qui va gérer l'équilibre. Donc le geste, la visu. Ensuite, il y a la cartographie nerveuse. Les nerfs transportent l'information entre le cerveau et les muscles, hein. Ils transportent l'information sensorielle aux muscles, aux articulations, la peau. Tout ça au cerveau et inversement du cerveau à tout. Donc voilà, les nerfs, ils doivent être flexibles, ne pas avoir de restrictions. Les restrictions, c'est une source de danger et ça peut causer de la douleur. Voilà. Ces exercices, dans la cartographie nerveuse, ils vont permettre de se débarrasser de la douleur, d'augmenter la contraction et la flexibilité musculaire, de prévenir les blessures et la rééducation. C'est aussi ce que j'utilise durant l'échauffement et le refroidissement après l'effort. Ensuite, on a la cartographie respiratoire. Donc, c'est optimiser la mécanique et les muscles respiratoires, c'est-à-dire il y a le diaphragme, les muscles intercostaux, les muscles du cou et les muscles abdominaux. Le diaphragme, intercostaux, muscles du cou et muscles abdominaux. Voilà, c'est apprendre à utiliser les muscles qui permettent d'inhaler et d'exhaler, c'est augmenter la force et l'endurance des muscles respiratoires, augmenter son fitness. C'est important c'est important pour les muscles du tronc qui stabilisent le corps. Ce module aussi comprend des exercices qui visent à augmenter la tolérance au dioxyde de carbone. Alors ça, c'est-à-dire entraîner le système nerveux à être moins menacé par l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans le sang et à la diminution de l'oxygène dans le sang. Voilà, généralement, plus on fait un exercice, plus on a de dioxyde de carbone qui s'accumule dans l'organisme. Et donc, plus on est fatigué avant d'être fatigué, en fait. C'est aussi cette cartographie qui va permettre de continuer l'effort en étant très fatigué. Continuer l'effort en étant très fatigué, c'est une habitude, c'est ne pas s'arrêter quand on est fatigué. Et la dernière chose dans cette cartographie, c'est la respiration contrôlée. Donc respirer, c'est une des manières les plus directes de se calmer. C'est un outil extrêmement important pour gérer le stress, pour garder la tête froide, pour voir ce que fait l'autre, pour voir ce qu'il y a dans l'environnement. Voilà. Comme moi où je joue dans le tennis, où voilà, il y a le fitness et l'endurance qui permettent de mieux voir la balle. Et comme je disais au début, ne pas oublier, elles sont toutes connectées, ces cartographies. Mais voilà, très important, cartographie respiratoire. Personnellement, pour 2024, en tout cas, mais ça c'est la cartographie sur laquelle je travaille et je commence à travailler le plus. Parce que c'est celle où j'ai un goulot d'entraînement, c'est celle où je suis le moins fort. Voilà. Ensuite, cartographie musculaire, donc c'est apprendre à contracter et étirer tous les muscles. Là, on va retrouver les deux questions de la cartographie gestuelle, c'est-à-dire est-ce que j'ai la capacité à aller dans une position nécessaire? Est-ce que je peux contrôler mon corps dans chacune de ces positions? La cartographie musculaire, c'est apprendre à contracter et étirer tous les muscles. Les muscles, c'est la source du mouvement, c'est l'argent du mouvement. Vraiment, c'est la source du mouvement, de la force et de la flexibilité. Donc, plus ma carte contractile est bonne, plus j'ai du contrôle sur mon corps et meilleures seront mes performances. Plus vous avez de position où vous êtes fort et stable, et bien entendu, moins vous avez de chances de vous blesser. Il y a un truc anti-muscu, je sais pas, des fois, il y a des gens, ils ont un blocage, je comprends. À partir du moment où on a la proprioception pour aller dans une position, je pense que ça vaut le coup. Voilà, de vérifier d'avoir assez de protéines et puis après ensuite de muscler et d'avoir un peu plus de masse quoi. Donc voilà, plus vous avez de position où vous êtes fort et stable et moins vous avez de chances de vous blesser. Les deux questions, est-ce que j'ai la capacité à aller dans une position nécessaire? Est-ce que je peux contrôler mon corps dans chaque position? Cette cartographie musculaire, c'est aussi apprendre à étirer complètement chaque muscle du corps. Plus votre étirement est bon, plus votre menace neurologique est faible et plus vous serez flexible. Donc on va réduire la menace neurologique car quand on arrive à la fin de l'amplitude d'un mouvement, il y a le cerveau qui a peur et donc il bloque pour nous protéger. Et donc ce qu'on veut faire, c'est on veut le rendre confiant, on veut lui apprendre que le mouvement est sûr. Voilà, donc développer la capacité de contracter les muscles à partir d'une position d'étirement complet, c'est une des clés de la maîtrise du corps
J'ai lu pas mal aussi d'articles scientifiques et il n'y a pas vraiment de... Voilà, l'étirement, c'est de la musculation. C'est juste qu'au lieu de muscler le tissu en termes de volume, on va le muscler en termes de longueur. Mais c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire des étirements, après vous allez vous sentir sourd, vous allez vous sentir tendu, vous allez avoir une sensation comme après un workout. Voilà. Euh, Ensuite, dernière cartographie, douleur et blessure, éducation et prévention. La douleur et la blessure, c'est deux choses très différentes. La douleur, c'est un mécanisme de protection créé par le cerveau en réponse à une menace perçue. Et la blessure, ça se produit lorsque les tissus du corps, les muscles, les tendons, les os, les ligaments, les nerfs sont endommagés. Et c'est vraiment différent. Le cerveau, il se pose toujours la question à quel point est-ce vraiment dangereux ce que je suis en train de faire, à quel point est-ce vraiment dangereux. Il est toujours en train d'assesser d'évaluer le danger. Et en utilisant les informations qui viennent des sens, mais aussi ses expériences antérieures, les facteurs culturels, l'environnement social, travail, mais aussi les attentes concernant les conséquences de danger ou de douleur de l'activité, voilà, en fonction des informations, de ses croyances, de ses connaissances, de sa logique, le cerveau, sans cesse, il est en train de se poser la question, est-ce que c'est vraiment dangereux? À quel point est-ce que c'est vraiment dangereux? Et ensuite, il va répondre en se protégeant, en utilisant la douleur. Il peut flinguer le système immunitaire, il peut attaquer le système endocrinien, il peut attaquer le système nerveux central, le système moteur. Euh, donc voilà, il y a des exercices spécifiques pour ça. Pour vous donner un exemple, moi je suis fan de tennis, on a Carlos Alcaraz, qui est actuellement second mondial, qui est très jeune, qui a 19 ans. Et l'année dernière, à Roland-Garros, il était face à Novak Djokovic. Et c'était tellement stressant, en fait, ses croyances, sa logique, l'attente, les conséquences s'il gagnait ou s'il perdait étaient tellement fortes qu'en fait, il a commencé à cramper. Alors qu'il a largement la capacité physique et mentale pour aller jouer 4 heures contre Novak Djokovic. Mais il y avait tout l'environnement, les conséquences, le stress, et ben ça l'a fait complètement cramper le stress, et du coup, il n'a pas pu aller au-delà. Son cerveau a dit, il y a trop de danger, et du coup, il a tendu les muscles, il a tendu tout, et du coup, il pouvait plus marcher, il était crampé, il marchait comme ça. Donc ça, c'est vraiment à voir aussi, et l'idée derrière, de fond, c'est de comprendre que le cerveau a peur, de comprendre que lui, il est sans cesse en train d'évaluer le danger, et le but, c'est de le détendre. Si on fait pas ça, il casse. Il va casser généralement dans la chaîne kinétique, il va casser une partie au-dessus ou en dessous de façon à nous protéger. Donc voilà, donc là il y a des exercices spéciaux, douleur, blessure, éducation et prévention. Traiter la douleur, c'est une priorité. La douleur me dit que mon système nerveux essaye de me protéger, et lorsque mon système nerveux essaye de me protéger, il ne me permettra pas d'exploiter mon potentiel maximum. Mon système nerveux va changer ma façon de bouger pour compenser. Ça peut me rendre moins flexible, ça peut réduire ma force, ça peut réduire ma vitesse, ça peut me rendre moins coordonné. Donc si vous souffrez de douleur, la priorité, c'est d'y remédier. Ensuite, l'équipe. Ça, c'est l'équipe des gens que j'ai vu un peu, ou que j'ai payé des petites formations, ou alors que j'ai des calls régulièrement avec. Moi, j'ai pas eu de blessure, notamment grâce à Karim, Eric et Dieter, grâce au choix du matos qui ont protégé mon bras vu que je joue au tennis. J'ai jamais eu de tennis elbow ou autre problème, malgré le fait que j'ai quand même beaucoup joué. Grâce à Richard Bryce aussi, j'ai bien pris la balle devant pour me protéger le dos, l'épaule, le coude. Super investissement. Concernant la prépa physique, c'est vraiment le point que j'ai le plus méprisé. J'ai commencé à faire du pliométrique seulement durant le dernier trimestre. Je regrette de ne pas avoir travaillé ça plus. Mais comme j'ai dit, là, cette année, moi, le focus va être sur la cartographie respiratoire, la tolérance au CO2 et surtout apprendre à bien respirer sur chaque mouvement, bien expirer, synchroniser un peu des exercices de rythme ou synchroniser la respiration sur le mouvement. Ça va être mon objectif pour gagner en performance en 2024. Ensuite, ça c'est le truc qui me coûte le plus cher, c'est les chaussures. Je suis obligé d'acheter des chaussures spéciales, des paires de chaussures de sport normales. Les paires de chaussures de sport normales, je les détruis, annihilées en 2 semaines. Là, j'avais des Adidas Game Court 2 à 75 € en réduit, qu'elles peuvent tomber même plus bas, autour de 50 balles.
mais j'achète, en grosso modo, je consomme environ 2 paires par an. Et là, pour Noël, j'ai acheté des ASICS Challenger plus chers, 120 euros, mais rien à voir. C'est le truc que je dépense le plus. Ensuite, j'utilise pas de salle de sport ou quoi. J'utilise 2 dumbbells qui font 10% de mon poids, dont 7,5 kg. Et des sangles que je peux coincer dans une porte, voilà, ou une barre pour bien bosser avec les sangles AK. Moi, je suis bien. Ensuite, je vais pas vous parler d'alimentation, c'est un sujet sanglant. Je vais pas vous parler de la batterie de compléments alimentaires que je prends, tout simplement parce qu'en fait, je pense que dire quelque chose sur un complément ou une diète que j'ai tenu régulièrement pendant 1 an et demi, c'est intéressant, mais sur des durées genre un trimestre ou tout ce qu'on voit sur internet, j'arrête de faire X pendant 30 jours, je suis pas convaincu, d'ailleurs je le ferai jamais, les machins 30 jours et tout, je suis plus dans, voilà, j'ai fait une diète X pendant 3 ans, tels sont les résultats, prise de sang avant, après, voilà, ça m'intéresse. Ce que j'ai réussi à prendre de manière vraiment continue et très régulière jour par jour. Et du coup, j'ai pas eu mal, hein. C'est la glycine, j'ai pris celui-là, et, du collagène type 1 et 3. Voilà. Après, j'ai pris plein d'autres trucs, mais ça, c'est les deux que j'ai pris, et c'est les deux, voilà, que je recommande, qui m'ont pas fait mal. Alors, je le prends, je vais vous montrer. Alors, Bulk Supplement Glycine. Donc, c'est un truc comme ça, là. Et ça, c'est top. Voilà. Et c'est bien, en fait. Dedans, je regarde surtout est-ce qu'il y a des trucs. En fait, je cherche juste le produit de base. Je veux que de la glycine dans de la glycine, quoi. Je veux pas un mix. Voilà, où les gens qui vont acheter de la taurine, et la taurine avec de la créatine et 2000 trucs, ou alors ils vont prendre un probiotique et dedans il y a plein d'autres trucs. On veut pas, on veut le produit pur, on veut regarder derrière et vraiment qu'il y a que ça. Voilà, voilà. Ça, c'est les deux. Voilà. Donc la diète, la killer diet, j'en parle pas encore. Après tout le reste, les oméga 3, GABA, tous les trucs, j'en parle pas non plus. Je recommande ça si vous faites du sport. Et je vous recommande surtout de ne pas écouter un gueudin comme moi sur YouTube, mais surtout d'aller voir des professionnels. Et généralement, ils ont tort, mais par contre, généralement, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des fourchettes de doses pour avoir une posologie, et après, vous prenez leur posologie et vous modifiez en fonction de vos besoins. Moi, j'ai tendance à prendre beaucoup plus que les doses normales en collagène et en glycine, mais voilà, c'est parce que je suis beaucoup en effort vigoureux. Et en effort vigoureux, on met à plus de 6 mètres voilà, par jour sur environ 44 à 55 minutes par jour, 212 jours par an, et du coup je prends ces deux compléments pour soutenir mes tendons, mes petits trucs, tout mon système. Mes plus grosses erreurs, j'aurais dû prendre un kiné pour faire une évaluation, pour équilibrer ma chaîne antérieure et postérieure. J'aurais dû faire ça. Voilà, tous les ans ou tous les 2 ans, je devrais faire ça. Parce que même si on sait ce que l'on doit faire, en fait, on ne pourra pas forcément le faire soi-même si on a un vide proprioceptif. Ce que je veux dire, c'est que si on ne sent pas, on ne sait pas qu'on ne sent pas. S'il y a une partie du corps où il n'y a pas de... On ne sait pas qu'elle existe, on n'a pas de mobilité, comment dire, la relation entre notre cerveau et cette partie du corps, elle n'existe pas, eh ben, on ne pourra pas la modifier. Il faudra avoir un intervenant extérieur qui va nous la ramener à notre conscience, en fait. Donc voilà, je regrette ne pas avoir pris de kinésithérapeute pour faire une évaluation et un suivi voilà, trimestriel avec des exercices pour limiter les blessures. Je regrette ne pas avoir fait passer les étirements et la souplesse en premier aussi. Et je regrette surtout ne pas avoir fait passer le sommeil en premier. Ça, c'est un objectif 2024 pour moi. Et surtout, je regrette ne pas avoir éliminé tous les aliments qui sont forts en fructose et en glucose. Mais éliminer. J'étais dans une démarche où pas trop, et en fait, j'aurais dû être beaucoup plus radical par rapport à ça, parce que la recovery, quand on supprime le fructose, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, moi je vous dis à bientôt.